de messieurs, bonjour. C'est Steven Dendani, doctorant en économie au sein du laboratoire AMUR. Et dans le cadre de la série des séminaires Océan et Société, aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Madame Sonia Paty, qui est professeure d'économie à l'Université de Lyon. Et elle travaille sur des thématiques rapportant à l'économie publique et l'économie politique, notamment sur des sujets rapportant à la décentralisation et leurs effets sur l'offre de services publics et sur les comportements des électeurs. Et elle coordonne aussi actuellement le projet Citizen, donc ANR Citizen, qui a pour vocation notamment d'explorer les formes d'implication des citoyens dans les décisions publiques, locales notamment. Et elle est aussi investie dans des projets de hub qui visent notamment à comprendre les effets des catastrophes naturelles ainsi que leur appréhension au niveau des collectivités locales, notamment par les populations. Et voilà, aujourd'hui, elle va notamment nous présenter ses recherches et ses travaux sur les catastrophes naturelles. Et je vous propose de la suivre tout au long de ce séminaire. Et je laisse la parole à Madame Sonia. Merci beaucoup, Steven, pour cette présentation. Merci, merci à Marie-Estelle pour cette invitation. Merci à Amur, merci pour l'accueil, Mathieu. Voilà, je suis très heureuse aujourd'hui de vous présenter mes travaux de recherche. Alors, ce sont des travaux de recherche, c'est pas un article que je vais vous présenter, c'est plutôt un ensemble de travaux de recherche que j'ai menés avec Carla Morvan. Carla qui fut ma doctorante à l'Université de Lyon 2 et qui est actuellement en post-doctorat au SEM à Montpellier. Et donc, ce qui nous a guidés dans ce travail de recherche, ce sont les constatations suivantes. Vous savez, les catastrophes naturelles, elles tendent à se multiplier, à s'aggraver, et elles ont évidemment de très lourdes conséquences matérielles et ou humaines. Alors les économistes ont l'habitude d'essayer de mesurer on va dire les conséquences tant que c'est possible de ces événements climatiques. Alors les derniers chiffres auxquels on a accès sont probablement imprécis. Ils sont issus notamment de l'Agence France locale, qui est une banque des collectivités territoriales, et qui indique par exemple que sur la période 1980-2020, il y aurait, en tout cas les événements climatiques correspondraient à des pertes économiques d'environ 100 milliards d'euros en France, dont 40 milliards sont assurés. Alors là, vous avez une représentation à l'écran J'ai choisi cette image parce qu'elle représente le cas de la Faute-sur-Mer. C'est une représentation d'une catastrophe naturelle qui a eu lieu suite à la tempête Xynthia. Donc vous avez peut-être que vous avez peut-être gardé en mémoire. 29 personnes sont décédées à l'issue de cette tempête dans la commune de la Faute-sur-Mer. Une cinquantaine de personnes en Vendée et en Charente-Maritime. Donc c'est une catastrophe qui a vraiment marqué les esprits. Et elle a marqué d'autant plus les esprits, alors je dirais pour aussi nous en tant qu'économistes qui s'intéressent aux questions politiques, parce que le maire a été condamné à 2 ans de prison pour homicide involontaire, avec ici une condamnation qui était liée au manque de prévention, sur lequel je vais revenir, sur le territoire de sa commune. Alors, quelques chiffres pour démarrer. En France, chaque année, donc en moyenne, 5700 communes sont touchées par une catastrophe naturelle. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une catastrophe naturelle ici? Pour bien s'entendre, une catastrophe naturelle, c'est une catastrophe naturelle qui est ici repérée, désignée comme catastrophe naturelle par les données de la base GASPAR, base nationale de gestion assistée des procédures administratives relatives aux risques, que nous nous sommes procurés auprès du ministère de la Transition écologique.
Donc, vous voyez ici une représentation sous forme de camembert de la part des inondations en France. Alors, je parle de la France métropolitaine ici, à partir sur la période 1982-2020. Vous voyez que les inondations représentent la cause majoritaire de ces catastrophes naturelles. La deuxième cause, c'est la sécheresse. Même si, on le verra, la sécheresse est difficile à faire reconnaître en état de catastrophe naturelle, parce que souvent, ça prend du temps. Une inondation, c'est très vite repérable, ça génère des coûts et des dommages qui sont très visibles. La sécheresse peut prendre du temps, les dommages causés ne sont pas forcément visibles à l'œil nu instantanément. La troisième source de catastrophes, ce sont les tempêtes et puis les mouvements de terrain. Et en fait, dans la catégorie haute, on trouve les séismes, etc. Alors, là, je vous ai présenté une carte communale de l'exposition au risque. Donc, on a, comme je vous le disais, le risque d'inondation, c'est vraiment le risque majoritaire en France. Et donc, vous avez, selon les catégories de risques, ou de catastrophes plutôt, pour parler plus correctement, vous avez une représentation ici cartographique de la localisation de ces inondations. Alors, vous voyez de ces inondations, des tempêtes, des mouvements de terrain et des sécheresses. Donc, vous voyez que les inondations sont plutôt ici présentes sur le si ça marche, non, ça n'a pas l'air de marcher. Oui, pardon. Sont plutôt présentes, alors un peu partout sur le territoire, mais aussi surtout, je dirais, aux alentours de la Loire, mais aussi, vous voyez, dans le sud-est, également dans le nord de la France. Donc, vous voyez que la plupart des territoires sont frappés par les inondations. Un peu moins pour les tempêtes et un peu moins aussi pour les mouvements de terrain et la sécheresse, vous voyez, touche. Alors, c'est une carte nous sommes arrêtés à la date de 2020, mais vous voyez que les sécheresses aussi touchent essentiellement la partie ouest et sud-ouest de la France, avec aussi quelques autres territoires qui sont touchés. Alors, donc, on peut dire aujourd'hui que depuis que la base Gaspard existe, depuis 1982, on peut dire que presque la totalité des communes françaises ont été touchées par une catastrophe naturelle. Nous, on va travailler sur la période 2000-2020. Et depuis 2000, en fait, ce qu'on observe, c'est que près de 2 tiers des municipalités françaises ont été frappées au moins une fois par une catastrophe naturelle. Alors, évidemment, lorsqu'une catastrophe naturelle advient, les collectivités territoriales assument un rôle majeur, mais pas seulement les collectivités territoriales. Souvent, il y a des compétences partagées en matière de gestion des catastrophes naturelles qui impliquent les services déconcentrés de l'État, qui impliquent les collectivités territoriales, qui impliquent les ministères, mais aussi les citoyens. Nous nous sommes centrés sur le rôle des maires. Pourquoi? Parce que les maires, ils sont actifs à la fois en termes de prévention, donc avant que la catastrophe survienne, mais aussi après que la catastrophe soit advenue. Donc, c'est vraiment le rôle des élus locaux en tant que maire, en tant que premier responsable de la sécurité des personnes et des biens à l'échelle de la commune qui nous a intéressés ici. Alors, on le verra plus tard, mais on s'intéresse donc au rôle des maires, mais on s'intéresse aussi au rôle des maires en tant que de personnes ou d'autorités qui met en place les plans de prévention des risques naturels, dont je vais parler par la suite, qui est l'une des principales politiques publiques locales, c'est pas la seule, qui permet de mettre en place justement des mesures pour éviter les conséquences des catastrophes naturelles. Ça s'appelle des PPRN, donc des plans de prévention des risques naturels. Donc ces PPRN existent depuis 1995 et on a une belle base de données qui nous permet de les identifier. Alors les questions qu'on s'est posées avec Carla Morvan sont les suivantes.
Déjà, la première question qui nous a intéressés, parce qu'on a l'habitude, nous, de travailler sur les budgets des collectivités territoriales et notamment des budgets des municipalités, comment est-ce qu'une catastrophe naturelle affecte les budgets locaux? Qu'est-ce qui se passe sur les budgets locaux quand une catastrophe naturelle survient? Donc ça a été notre première question. Est-ce que l'effet sur les budgets est durable ou pas dans le temps? Deuxième type de questions que nous nous sommes posées, c'est est-ce que la mise en place des plans de prévention de ces risques, hein, qui sont des plans de prévention qui sont mis en place par les collectivités territoriales avant la catastrophe naturelle, est-ce qu'elles permettent de modérer les conséquences des événements climatiques? Est-ce que c'est efficace ou pas? Donc, ça, c'était la deuxième question. Et je dirais la question complémentaire, parce qu'on fait un peu d'économie politique, c'est est-ce que les maires qui ont mis en place ces plans de prévention ont été récompensés lors des élections qui ont suivi? Donc, ça, c'était la question complémentaire. Ensuite, ça, c'est le travail qui nous intéresse en ce moment. Les deux premières questions ont fait l'objet de publication, mais là, la question qui nous intéresse, et que je vais peut-être vous présenter un peu plus longuement, sur laquelle nous travaillons aujourd'hui, c'est quels sont les déterminants de la reconnaissance des états de catastrophe naturelle. Alors, la reconnaissance des états de catastrophe naturelle, en France, c'est vraiment un système très particulier, un système assurantiel privé-public, hein, que beaucoup de pays nous envient, et qui permet aux citoyens qui ont été frappés par une catastrophe naturelle d'obtenir en fait une réparation suite à la catastrophe naturelle. Et j'y reviendrai tout à l'heure. Et toujours la même question, est-ce que lorsque le maire, on va voir que c'est un procédé un petit peu compliqué, mais le maire qui réussit à faire reconnaître une catastrophe naturelle sur son territoire, est-ce qu'il est récompensé lors des prochaines élections municipales? Donc ça, c'était l'avant-dernière question. Et puis pour terminer sur une note un petit peu plus positive, la question que je vais poser à la fin, c'est quels outils possibles pour garantir la résilience des territoires face aux défis climatiques, même si c'est pas ma spécialité. Je voudrais juste terminer positivement en essayant de donner quelques pistes pour essayer d'améliorer la résilience des territoires. Voilà. Alors, évidemment, on n'est pas les seuls à s'être posé cette question, donc je vais faire un rapide retour sur la littérature existante, en tout cas chez les économistes, à la frontière parfois de l'économie publique et de l'économie politique. Alors, tout d'abord, une vaste littérature qui s'est interrogée, plutôt une littérature macroéconomique, donc qui s'est interrogée sur l'impact des catastrophes naturelles sur des agrégats. Un classique en macroéconomie. Quel est l'impact des catastrophes naturelles sur le PIB? Quel est l'impact des catastrophes naturelles sur la croissance, l'inflation, le bien-être des ménages, la pauvreté, etc. Donc là, ce sont des papiers que j'ai cités ici, qui nous informe quand même sur le fait que généralement une catastrophe naturelle, ça a un impact négatif sur l'ensemble de ces agrégats, avec une durabilité qui peut varier selon les contextes institutionnels, avec aussi des comportements différents selon que l'on se situe dans des pays émergents ou dans des pays développés, on va dire. Dans les pays développés, généralement, eh bien, on a les ressources nécessaires pour mettre en place des dépenses contracycliques qui vont permettre de faire, de se retourner après une catastrophe naturelle. Et malheureusement, dans les pays émergents, la catastrophe naturelle ne va pas, enfin, les dépenses publiques ne vont pas permettre de contrecarrer les effets négatifs des catastrophes naturelles. Alors, la littérature à laquelle on se rattache plus en tant que microéconomiste, c'est plutôt cette littérature sur l'impact des catastrophes naturelles sur les finances publiques. Donc, il y a des travaux qui portent sur le niveau national, dont je vais reparler plus tard. Donc, quel est l'impact des catastrophes naturelles sur les finances publiques au niveau national? Donc, il y a des travaux qui montrent qu'il y a généralement, suite aux catastrophes naturelles, une augmentation des dépenses, sans surprise, et une augmentation des déficits. Et puis au niveau local, donc c'est une littérature qui est vraiment celle à laquelle on se rattache. Donc il y a différents papiers dans différents contextes institutionnels qui montrent l'impact des catastrophes naturelles sur les budgets des municipalités. Et on voit par exemple le premier travail de Gerc et al. En 2020
qui montre bien l'impact négatif et significatif des catastrophes naturelles sur les budgets locaux. Donc, les recettes sont en diminution, les dépenses également. Donc, il faut contrecarrer l'impact négatif des catastrophes naturelles. Et donc, on voit une augmentation des dépenses et des recettes qui sont liées à des subventions d'État. Chez Maziro et Santa Rosa, même constat. Alors là, autant chez Jerk et al, c'est l'impact des ouragans hein, sur les États américains, sur les municipalités des États américains, si mes souvenirs sont bons. Chez Maziro et Santa Rosa, c'est l'impact des séismes. Hein, l'Italie est frappée par un certain nombre de séismes. Donc c'est vraiment l'événement climatique, le risque naturel hein, auquel ils sont très exposés. Et donc les travaux de Maziro et Santa Rosa montrent que suite à un séisme, évidemment, il y a un impact négatif sur les budgets des municipalités. Et puis il y a d'autres travaux, donc augmentation des dépenses et des recettes à court terme pour faire face à la catastrophe naturelle et des effets mitigés à long terme. En Italie, si mes souvenirs sont bons, hein, les effets sont parfois éloignés. On peut avoir des effets jusqu'à de 8 à 10 ans hein, après la catastrophe naturelle. Et puis il y a ce dernier pan de la littérature dont je parlais tout à l'heure, c'est l'impact des catastrophes naturelles sur les résultats des élections municipales. Donc il y a beaucoup de travaux qui ont été menés sur des données américaines, et il y en a un qui est assez célèbre, qui a été mené sur l'impact des attaques de requins sur les élections dans des États de la côte Est, et qui montre en fait que les attaques de requins ont un impact négatif et significatif sur la probabilité de réélection des élus, même s'ils ne sont pas responsables en fait des attaques de requins. Donc ça, c'est tout un pan de la littérature qu'on appelle le blind retrospection, pour parler en mauvais français, donc de punition des élus. Hein. On va vraiment punir l'élu, même s'il n'est pas responsable. Et puis, on a aussi des travaux qui montrent un résultat de myopie électorale, où là, les citoyens ne vont pas récompenser les élus pour les dépenses qui ont été réalisées avant la catastrophe en termes de prévention, hein, au contraire, mais ils vont plutôt récompenser les élus qui ont réalisé des dépenses après la catastrophe. Donc on appelle ça de la myopie électorale. Voilà, on voit directement les dépenses qui ont été faites après la catastrophe, mais on ne tient pas compte des dépenses qui ont été réalisées avant la catastrophe. Parce qu'on n'en est pas forcément conscient et on ne les valorise pas sur la durée. Alors, nous, quelles sont les données que nous avons utilisées? Donc, j'en ai parlé tout à l'heure, on a récupéré une base de données qui est en ligne, hein, qui est mise en ligne par le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires depuis 1982, qui est une base de données à l'échelle municipale et qui permet de restituer en fait toutes les catastrophes naturelles, la date de reconnaissance des catastrophes naturelles, avec ici une précision sur l'année et donc la municipalité ou les municipalités qui sont concernées. La deuxième base de données qu'on a utilisée, c'est une base de données municipale sur les comptes publics et la fiscalité. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on veut voir l'impact des catastrophes sur les budgets des municipalités. La troisième base de données, c'est une base très habituelle pour nous économistes. Donc, c'est la base de données sur les caractéristiques socio-démographiques municipales pour essayer de contrôler un peu les caractéristiques des municipalités. Et puis, la dernière, c'est une base de données électorale. On va s'interroger, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur la réélection des maires. Donc, on dispose en ligne, là aussi, sur data.gouv, des résultats des élections municipales, premier tour, deuxième tour. On a utilisé les dernières élections 2001, 2008, 2014 et 2020. Alors, j'essayais de pas trop vous faire peur sur les aspects, avec les aspects techniques. Je vais aller très très vite là-dessus. Parce que en plus, d'une part, je suis pas macroéconomiste. Donc là, nous, on a utilisé plusieurs techniques économétriques pour mesurer l'impact de la catastrophe naturelle sur les différentes variables budgétaires. Des techniques de diff and diff, mais celle qui nous a le plus convaincu, que je propose de présenter ici, ce sont des modèles de PEVAR qui sont beaucoup utilisés par les macroéconomistes pour étudier les effets
à long terme d'un choc sur des variables budgétaires. Donc, on s'est approprié ces techniques d'économétrie, je vais dire, de dynamique, pour montrer ici l'impact du choc. Donc, vous voyez la variable choc sur la variable dépendante Y. Ici, une autre variable dépendante, ça va être les dépenses, les recettes, les dotations d'État et la dette. Donc, on va essayer de mesurer aussi les effets de court terme et les effets de long terme du choc. Parfois, le choc a lieu à une année, mais il a des effets de long terme. Il peut aussi se répercuter sur les budgets plus 2 ans, plus 3 ans, plus 4 ans, comme on l'a vu dans la littérature existante dont je vous ai parlé. Dans certains pays, on subit encore les effets d'une catastrophe naturelle 8 ans après, parce que les dépenses ont fortement augmenté après la catastrophe naturelle. Il a fallu reconstruire des ponts, il a fallu reconstruire un certain nombre d'infrastructures. Donc, évidemment, selon l'intensité de la catastrophe naturelle, évidemment, les effets de long terme de la catastrophe naturelle peuvent être très, très forts. Donc, pour capter en fait ces effets de long terme, ça nous a semblé être la technique la plus appropriée, même si on en a utilisé d'autres et même si les autres techniques définitives qui sont très courantes aujourd'hui confirment les résultats que je vais vous montrer. Donc, voilà ce qu'on observe très rapidement. Donc, vous voyez ici, je ne sais pas si vous voyez bien, ouais. Vous avez donc ici quatre variables budgétaires. Alors, tout d'abord, c'est la dépense totale par habitant des municipalités. Donc, à la date 0, donc vous avez ici le choc, donc la catastrophe naturelle. Et ce qu'on observe, alors c'est pas intense, c'est pas, je dirais, l'impact n'est pas énorme, mais on a un impact positif et significatif suite à la catastrophe naturelle. Donc, et vous voyez que cet impact, il est positif et significatif jusqu'à 7 ans après la catastrophe naturelle. Donc, on retrouve un peu ce qu'on avait dans la littérature, dans d'autres contextes institutionnels, notamment en Italie, après les séismes. Sur les recettes, on a un même résultat. Les recettes ici augmentent. Alors, elles sont probablement liées à différentes raisons. La première raison, c'est lié à l'augmentation des subventions. Ici, l'augmentation des subventions d'État. Lorsqu'on est frappé par une catastrophe naturelle, on reçoit une dotation par l'État, une dotation supplémentaire qui permet de subvenir aux dépenses d'investissement et dépenses courantes juste après la catastrophe, mais aussi plusieurs années après la catastrophe. Et vous voyez que les subventions d'État après la catastrophe naturelle, elles continuent d'augmenter, là aussi jusqu'à 8 ans après la catastrophe naturelle. Et puis ce qu'on observe également, c'est que les communes qui ont connu une catastrophe naturelle, eh bien, elles voient au bout d'un certain nombre d'années, même au bout de 3 ans, une augmentation de leurs dettes. Celles qui sont frappées doivent très souvent faire face aux conséquences des catastrophes naturelles en dépensant plus, en dépensant de l'investissement et en dépenses d'équipement. Et donc, vous voyez que la dette a augmenté pour ces collectivités qui sont frappées par une catastrophe naturelle. Très souvent, la subvention d'État ne suffit pas en fait à financer les dépenses relatives post-catastrophe. Alors, donc pour synthétiser ces travaux, on peut dire que les catastrophes naturelles ont un impact significatif sur les choix budgétaires des communes. On voit que les municipalités elles ont des difficultés à absorber le choc. En moyenne, vous avez vu 7 ans à absorber le choc. Et on voit que les aides de l'État ne couvrent pas l'intégralité des dépenses, d'où la hausse de la dette. Donc la question qu'on s'est posée, comme je l'ai dit, est-ce que des stratégies de prévention qui ne sont pas obligatoires aujourd'hui, est-ce que des stratégies de prévention menées par certaines municipalités permettent d'atténuer ou pas les chocs sur les budgets? Qu'est-ce qui se passe quand on a mis en place une prévention et qu'on a un choc derrière? Donc, ce qu'on a ici, juste pour aller vite, qu'est-ce que c'est un plan de prévention des risques naturels? Donc déjà, ce sont des plans de prévention qui sont mis en place par les municipalités ou par d'autres collectivités territoriales et qui sont centralisés par les préfets. Donc, ce sont les préfets qui peuvent initier un PPRN ou ce sont les municipalités. Mais si le préfet ordonne un PPRN, ils sont obligés de le mettre en place.
Donc, c'est quoi un PPRN? Ce sont souvent des règles qui permettent voilà, de prévenir la catastrophe naturelle. Ça peut être la construction d'une digue, ça peut être des règles en matière d'urbanisme et de construction. On va, par exemple, interdire la construction à certains endroits du territoire, par exemple à proximité d'un fleuve ou à proximité de la côte. On va aussi investir dans la protection, par exemple, des inondations. On va aussi, c'est l'objet du fonds Barnier, on va aussi exproprier, par exemple, les propriétaires immobiliers dont la propriété immobilière est située, par exemple, trop près de la côte. Il y a quelques exemples célèbres sur l'Ouest qui témoignent de ce rachat d'immobilier. On va tenter de racheter l'immobilier de ces propriétaires fonciers qui sont trop près de la côte et qui, voilà, et dont la propriété immobilière est menacée, par exemple, par une tempête. Alors, depuis 2001, le nombre de PPRN a fortement augmenté. Donc, il y a un tiers, j'ai montré une carte tout à l'heure, il y a un tiers des municipalités qui est couverte en 2022. Alors, vous allez me dire, bah oui, bah forcément, ceux qui ont mis en place des PPRN, ce sont forcément ceux qui ont connu une catastrophe naturelle. Et c'est vrai, 88% des communes qui ont un PPRN sont celles qui ont, pardon, un tiers des municipalités est couverte en 2022 et 88% d'entre elles l'ont fait après une catastrophe naturelle. Ce qui est plus troublant, c'est le chiffre d'après. C'est qu'on pourrait croire que toutes celles qui ont eu une catastrophe naturelle ont ici souscrit un plan de prévention, mais non. 60% de celles qui ont subi une catastrophe naturelle n'ont pas mis en place de PPRN. Donc il y a encore beaucoup de communes qui ont subi peut-être une seule catastrophe naturelle, mais qui n'ont pas mis en place ces PPRN. Donc là, on voit ici une représentation graphique de la mise en place de ces PPRN. On voit la bonne nouvelle ici, c'est que les plans de prévention ont fortement, la mise en place a fortement augmenté au cours du temps. Donc, beaucoup de territoires sont couverts. Vous voyez aussi qu'ici, on a mis en gris clair, en fait, l'exposition de la municipalité au risque naturel. Plus c'est clair et moins vous avez eu de risques, vous avez eu de catastrophes naturelles. Quand c'est en gris clair, ça signifie que vous avez connu moins de 2 catastrophes naturelles. Quand en revanche vous êtes en noir gris foncé, ça veut dire que votre territoire a connu plus de 20 catastrophes naturelles. Donc, par exemple, le sud-est de la France, qui a été très, très souvent frappé, et on l'a vu tout à l'heure, le sud-ouest ou quelques territoires situés autour de la Loire, sont des territoires qui ont été fortement frappés par des catastrophes naturelles. Et on voit que se superposent quand même les plans de prévention sur les territoires qui ont connu des catastrophes naturelles, mais pas tous. Et c'est ça qui nous a intéressés. Donc ici, on s'est demandé qu'est-ce qui se passe lorsque une catastrophe naturelle frappe une collectivité locale, une municipalité ici, dans le cas où elle n'a pas mis en place un plan de prévention et dans le cas où elle a mis en place un plan de prévention. Alors je m'explique ici. Vous avez représenté en gris foncé ici ce qui se passe dans les municipalités qui n'ont pas mis en place de plan de prévention. D'accord? C'est no NHPP, donc en anglais, pas de plan de prévention. Et puis vous avez en gris clair ici ce qui se passe dans les municipalités qui ont mis en place un plan de prévention. Ce qu'on voit sur le premier graphique, c'est que quand on a mis en place un plan de prévention, on n'est pratiquement pas, voire pas significativement affecté par la catastrophe naturelle. Vous voyez, la catastrophe naturelle ici, elle est au temps zéro. Vous voyez que alors les intervalles de confiance sont très larges, certes, mais vous voyez qu'à priori, toutes les collectivités, toutes les communes, parce on est à l'échelle de la municipalité, les municipalités qui ont connu une catastrophe naturelle au temps zéro, mais qui avaient mis en place un plan de prévention, ne sont pas impactées par la catastrophe naturelle en termes de dépenses. En revanche, celles qui n'avaient pas mis en place de plan de prévention voient une augmentation de leurs dépenses après la catastrophe naturelle. À nouveau, les effets sont pas très forts, mais ils sont significatifs et ils sont positifs. On voit que on voit un décalage ici vers le haut. Même chose pour les recettes et aussi pour les subventions.
Les communes qui ont connu une catastrophe naturelle mais qui n'avaient pas mis en place de plan de prévention reçoivent des subventions d'État qui sont plus élevées pour subvenir aux besoins post-catastrophe. Alors, donc, résultat de ces travaux, la prévention a un effet positif sur la capacité des municipalités à absorber le choc d'une catastrophe. On voit que celles qui ont souscrit à un plan de prévention ne sont pratiquement pas, voire pas du tout, significativement en tout cas impactées par la catastrophe naturelle. Et la question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'ils ont intérêt à mettre en place ces plans de prévention, ces maires parce qu'on voit que sur le plan budgétaire, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Donc, est-ce qu'ils sont récompensés aux prochaines élections? Donc, voilà la question qu'on s'est posée. Donc, on a analysé les résultats des élections municipales donc de 2008. On a laissé tomber les élections de 2001, faute de données. Mais 2008, 2014 et 2020, à l'aide d'un modèle de sélection à l'Eichmann, mais c'est un détail, parce qu'évidemment, ne sont réélus que ceux qui sont candidats. Donc, on a sélectionné toutes les municipalités où les maires étaient à nouveau candidats. Il y en a beaucoup dans les municipalités. Je crois qu'il y a 55% des maires sont candidats à leur réélection. Donc, on a essayé d'estimer la probabilité de réélection des maires lorsque la municipalité a subi une catastrophe naturelle pendant son mandat, lorsque le maire ou la maire a mis en place un plan de prévention pendant son mandat et lorsque les deux événements ont eu lieu dans le même mandat. Qu'est-ce qui se passe sur la probabilité d'être réélu lorsqu'un maire a subi une catastrophe, une municipalité a subi une catastrophe naturelle et a mis un plan de prévention pendant le mandat, pour voir s'il est récompensé par la mise en place de ce plan de prévention. Et voilà les résultats qu'on a obtenus. Alors, la première partie je ne vais pas y passer beaucoup de temps, mais la première partie du tableau ici montre les résultats de la probabilité d'être à nouveau candidat. D'accord? Donc, ici, on voit qu'il n'y a pas grand-chose de très significatif. Le fait d'avoir connu un choc, une catastrophe naturelle n'a pas d'impact sur la probabilité d'être à nouveau candidat à la fonction de maire. La mise en place d'un plan de prévention, vous voyez que c'est pas très très clair. On voit qu'en 2020, ça a été plutôt un facteur négatif. Mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est la deuxième partie ici de l'équation de sélection. C'est ici de montrer l'impact d'un choc, d'une catastrophe naturelle sur la probabilité d'être réélu. Et ce qu'on observe ici, c'est qu'à chaque fois, le signe ici est négatif et significatif. Donc, la probabilité d'être réélu diminue si l'on a connu une catastrophe naturelle pendant son mandat. D'accord? Et deuxième résultat, ce qu'on a obtenu, c'est que lorsqu'on met en place un plan de prévention sur sa commune pendant son mandat, ça diminue aussi les chances d'être réélu. Et la question qui nous intéressait vraiment, est-ce que les maires sont récompensés après avoir mis en place un plan de prévention après une catastrophe naturelle? Et on voit pas du tout. Donc, il n'y a pas d'impact ici. Si vous avez connu une catastrophe naturelle et que votre maire a mis en place un plan de prévention, il n'y a pas de récompense en termes de probabilité ici d'être réélu. Alors, pourquoi? La question qui se pose, c'est pourquoi, compte tenu des effets positifs sur les budgets. Donc, on voit que les catastrophes naturelles n'ont pas d'effet sur la candidature, mais ils ont un effet négatif sur la probabilité de réélection. Donc, la probabilité d'être réélu diminue quand la commune a été frappée. Donc, on voit que c'est du blind, dont j'ai parlé tout à l'heure, du blind retrospection. Et le deuxième résultat, c'est que la mise en place des plans de prévention a un effet négatif sur la réélection. Pourquoi? Alors ça s'explique par cette littérature sur la myopie électorale. Les citoyens ne vont pas récompenser les maires qui ont mis en place ces plans de prévention parce que ce sont des plans qui sont coûteux. Très souvent, comme je l'ai dit, on va empêcher la construction sur certains territoires, on va mettre en place des règles en matière de coûts d'urbanisme, on va empêcher parfois la rénovation de certains habitats en imposant des règles de construction. Et donc, alors, il y aura des travaux à mener sur l'impact des PPRN sur les coûts immobiliers, sur les prix immobiliers, mais a priori, la mise en place d'un PPRN
ce n'est pas une information qui est saisie par les citoyens comme une information positive, c'est vraiment quelque chose de contraignant en matière de coûts d'urbanisme et en matière de rénovation, par exemple, des logements. Donc c'est vraiment un plan qui est perçu comme coûteux et contraignant. C'est de la myopie électorale. On ne va pas percevoir les gains à long terme. Alors, la troisième question qu'on a voulu traiter, il me reste 10 minutes, c'est ça à peu près? Ok. Donc la troisième question qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les déterminants de la reconnaissance des états de catastrophe naturelle. Alors, comme je vous ai dit, la France est un cas très particulier où on a de la collaboration, un partenariat public-privé en matière d'assurance vis-à-vis des risques naturels. Nous, en tant que propriétaire ou en tant que locataire, on est obligé de souscrire une assurance habitation avec une clause sur les risques naturels. C'est une obligation. Et qu'est-ce qui se passe si jamais il y a une catastrophe naturelle sur votre commune? Eh bien, votre maire va faire une déclaration de catastrophe naturelle sur un portail du ministère de l'Intérieur. Sa déclaration va être centralisée par le préfet, va être transmise au ministère de l'Intérieur, ministère de l'Économie, ministère de la Transition écologique. Et cette demande va être examinée par un comité interministériel qui est composé du ministère de la Transition écologique, du ministère de l'Intérieur, du ministère de l'Économie et des Finances et du ministère de l'Outre-mer, si ça concerne les territoires d'outre-mer. Et ce comité interministériel, donc qui est en ligne, je vais dire en ligne sur le plan politique, qui possède la même couleur politique que la couleur présidentielle en place, va examiner les candidatures et va attribuer ou pas l'état de reconnaissance naturelle. Donc il y a vraiment des enjeux. Pourquoi ? Parce que un maire qui ne voit pas de reconnaissance d'un état de catastrophe naturelle va être confronté à des citoyens qui ne pourront pas être remboursés par les assurances. Donc il y a des véritables enjeux économiques derrière, et il y a eu un certain nombre dans la presse locale et pas que. Il y a eu un certain nombre d'articles et de réactions de la part de députés, de citoyens, de maires sur le fait que, par exemple, deux communes situées l'une à côté de l'autre, l'une a été reconnue en état de catastrophe naturelle et pas l'autre, alors que l'intensité de la catastrophe est la même pour les deux communes. Et la question qui se pose, c'est pourquoi la municipalité d'à côté a-t-elle été reconnue en état de catastrophe naturelle et pas moi, alors que j'ai exactement subi les mêmes dommages, l'intensité de la catastrophe naturelle est la même pour nos deux communes. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi nos deux communes n'ont pas été reconnues en état de catastrophe naturelle? Donc la question qu'on s'est posée avec Carla Morvan, c'est est-ce qu'il y a de l'alignement politique derrière? Est-ce que, par exemple, au-delà de l'intensité des événements qui peuvent être mesurés, on a des outils avec Météo France et un certain nombre d'informations maintenant très précises, au-delà de l'intensité de l'événement climatique, est-ce qu'il y a des déterminants politiques qui permettent d'expliquer que telle municipalité va être reconnue en état de reconnaissance naturelle et pas une autre? C'est en lien aussi avec une littérature qui s'est développée en France, des travaux par exemple qui ont été menés par Brice Favre et Marc Sangnier dans le Journal of Political Economics, qui montrent qu'en fait les municipalités dont les maires ont été ministres ont obtenu des dotations globales de fonctionnement qui étaient plus élevées et très élevées, de 30% plus élevées. Lorsque le maire a été ministre, il ou elle a obtenu une dotation 30% plus élevée qu'un maire ou une maire qui n'a pas été ministre. Donc c'est en ligne avec cette littérature en économie politique qui s'est beaucoup développée. On s'est posé la question, voilà, de manière totalement naïve, est-ce que l'alignement politique entre le maire et la couleur présidentielle peut justifier, toutes choses étant égales par ailleurs, un état de reconnaissance de la catastrophe naturelle? Alors, ce que je voudrais vous montrer dans un premier temps, c'est qu'il y a une différence entre la demande de reconnaissance en état de catastrophe naturelle et la reconnaissance en état de catastrophe naturelle. Donc là, vous voyez ici
Hein, en bleu, sont représentées la fréquence des catastrophes naturelles qui sont reconnues, et en orange, hein, bleu plus orange, en fait, vous voyez la demande, pardon, en état de reconnaissance naturelle. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, la sécheresse est une catastrophe naturelle qui est difficile à démontrer encore aujourd'hui parce que ça s'étale sur plusieurs mois, voire sur plusieurs années, alors que l'état de reconnaissance de catastrophe naturelle pour les inondations est plus facile à démontrer. Donc on voit, hein, comme prévu, je dirais qu'on voit que ici, l'état de reconnaissance des catastrophes naturelles dans le cas des inondations est plus élevé que pour les sécheresses. Mais on voit qu'il y a quand même une différence. Hein. Il y a beaucoup de catastrophes naturelles qui ne sont pas reconnues en tant que catastrophes naturelles. Et donc, ça laisse pas mal de citoyens circonspects quant aux déterminants de la reconnaissance en état de catastrophe naturelle. Pas mal de citoyens et d'élus s'interrogent sur la manière dont ce comité interministériel prend la décision. Ça a été tellement discuté qu'une nouvelle loi a été votée en 2021 et la composition du comité interministériel a changé aujourd'hui. Elle n'est pas composée que de ministères, donc en ligne avec la couleur politique du président en place. Elle est maintenant composée aussi de citoyens et d'élus locaux. Alors, là, vous avez une représentation de l'évolution du taux de reconnaissance en état de catastrophe naturelle. Donc, c'est le nombre, hein, c'est un ratio entre le nombre de reconnaissance en état de catastrophe naturelle sur le nombre de demandes. Donc, vous voyez qu'il y a une forte variation, alors même si, hein, si c'est forcément lié à l'échelle qu'on a choisie. Alors, pour ne pas se tromper, jusqu'en 2005, nous n'avions pas les données sur les demandes de reconnaissance en catastrophe naturelle. Elles n'étaient pas disponibles. D'accord? Ça ne veut pas dire que tout le monde a été satisfait. Ça veut juste dire ici qu'à partir de 2005, on a accès aux demandes de reconnaissance naturelle et aux arrêtés de reconnaissance des états de catastrophe naturelle. Et vous voyez que eh bien, ce taux, hein, donc ce rapport entre la reconnaissance des états de catastrophe naturelle et de demande, hein, il varie entre 0,4 et 0,9 avec une moyenne à 0,5. Alors, ce qu'on a représenté ici en couleur, c'est la couleur politique présidentielle. Donc, en bleu clair ici, donc c'était le mandat présidentiel de Jacques Chirac. Ici, c'est le mandat de Nicolas Sarkozy. Ici, c'est le mandat de François Hollande. Et en jaune, c'est le mandat d'Emmanuel Macron. Donc, les élections présidentielles ici hein, sont clairement indiquées ici. Donc, 2008, pardon, 2012, 2017, pardon. Et puis vous avez, alors j'ai pas représenté ici, on n'a pas représenté les élections municipales, mais il y avait aussi des élections municipales en 2001, en 2007, en 2014, merci, et en 2020, excusez-moi. Et donc ici, l'idée, c'est de voir, notre ambition, c'était de voir qu'est-ce qui se passe lorsque un maire qui demande un état de reconnaissance de catastrophe naturelle devient aligné avec la couleur politique présidentielle. Est-ce que ça accroît sa probabilité, la probabilité de sa municipalité d'être reconnue en état de catastrophe naturelle? Alors pour ça, on a fait du définitif. Et donc, on a ici constitué deux groupes, un groupe de contrôle et un groupe de traitement. Dans le groupe de contrôle, on a toutes les municipalités qui n'ont jamais été alignées avec la couleur présidentielle. D'accord? Ça, c'est dans le groupe de contrôle. Et puis, dans le groupe de traitement, on a des communes qui, au moment des élections présidentielles, sont devenues alignées avec la couleur présidentielle. D'accord? Donc des maires, ici par exemple, aux élections de 2017, aux élections de 2012, donc quand il y a eu le changement entre Nicolas Sarkozy et François 2012, voilà.
quand il y a eu le changement entre le mandat de Nicolas Sarkozy et le mandat de François Hollande, il y a des maires qui étaient PS, hein, et qui n'étaient donc pas alignés avec la couleur présidentielle en cours et qui sont devenus alignés avec la couleur présidentielle, donc à partir de 2012. Donc l'idée, c'est vraiment, hein, de montrer qu'est-ce qui se passe entre un groupe de contrôle où les maires ne sont jamais alignés et un groupe de traitement où on devient aligné après les élections présidentielles. Est-ce que ça accroît significativement ou pas l'état de reconnaissance des catastrophes naturelles? Alors, donc là, vous voyez les résultats sur cette période vraiment spécifique, hein. On est là, hein. On est entre la période, on est vraiment là, entre 2008 et 2014, parce qu'en 2014, il y a eu des municipales. Donc, on est vraiment sur cette courte période, mais on a suffisamment quand même d'observations pour faire quelque chose de robuste. Et ce qu'on observe, c'est que effectivement, le fait de basculer, d'être aligné politiquement avec la couleur présidentielle en place, ça accroît la probabilité d'être reconnu catastrophe naturelle. Tout en contrôlant, ici, vous voyez d'autres informations. Alors, est-ce qu'on a mis un plan de prévention, par exemple? Donc, on voit que ça a un impact positif d'avoir mis en place un plan de prévention, hein. La probabilité d'être reconnu, elle augmente si on a mis en place un plan de prévention. Être reconnu aussi, c'est ici sensible légèrement, mais pas énormément, aux autres variables de contrôle. Ce qu'on a voulu faire ensuite, et c'est en cours, hein, c'est s'interroger qu'est-ce qui se passe après 2017. 2017, c'est une période un peu particulière, je ne sais pas si vous l'avez en tête. 2017, c'est l'élection d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il a une couleur politique aujourd'hui qui peut interroger. Et à l'époque, en 2017, il avait très peu de socle municipal, c'est-à-dire qu'il y avait très peu de maires en fait qui étaient alignés avec Emmanuel Macron, hein. Donc il n'y avait pas cet ancrage, on va dire, cet ancrage municipal qu'avait par exemple Nicolas Sarkozy ou Nicolas Hollande à l'époque de leur élection. Donc en fait, mesurer l'alignement politique sous le mandat d'Emmanuel Macron, c'est une vraie gageure. Ce qu'on a fait, c'est que on a utilisé les résultats des élections municipales, les résultats des élections présidentielles, pardon, à l'échelle municipale. Et on a regardé en fait quel était le score d'Emmanuel Macron dans la municipalité. Donc plus le score, donc parfois des municipalités dont le maire, hein, n'était pas en ligne avec Emmanuel Macron, présentaient des scores élevés pour Emmanuel Macron, hein, qui était donc le premier candidat qui obtenait, enfin, c'était le candidat qui obtenait le score le plus élevé. Donc, on a considéré que les municipalités dont le score d'Emmanuel Macron était le plus élevé étaient en ligne avec Emmanuel Macron. Donc, je reconnais, c'est clairement pas idéal par rapport à ce qu'on a fait précédemment, où là, on avait clairement la couleur politique, hein, avec les données du ministère de l'Intérieur. Mais sur le mandat d'Emmanuel Macron, c'est la seule manière qu'on a trouvée pour éventuellement mesurer une forme d'alignement politique. Ce qu'on obtient, c'est la même chose. Donc là, vous avez ce qui se passe avec l'évolution des taux de reconnaissance de catastrophes naturelles. Après l'élection d'Emmanuel Macron, on voit ici que le groupe de traitement, qui est constitué des municipalités dont le score d'Emmanuel Macron est particulièrement élevé, ont un taux de reconnaissance plus élevé, significativement plus élevé que ceux dont les municipalités ne sont jamais en ligne avec Emmanuel Macron. Mais bon, j'avoue que je ne suis pas totalement convaincue par cette deuxième période. Il faudra qu'on trouve d'autres techniques, ou peut-être abandonner cette période qui est vraiment très spécifique pour mesurer l'alignement politique compte tenu de la couleur politique d'Emmanuel Macron. Voilà, j'ai quasiment terminé. Juste pour conclure, quels outils, voilà, pour terminer sur une note un tout petit peu plus positive, quels outils pour garantir la résilience des territoires ce sont juste des pistes. La première, c'est, compte tenu de nos résultats, c'est plutôt encourager toutes les actions locales qui permettent de diminuer les risques liés au changement climatique. Donc nous, évidemment,
on est plutôt, compte tenu des résultats qu'on a obtenus sur les PPRN et sur l'efficacité des PPRN, on promeut la mise en place de contraintes de construction ou d'urbanisme. Donc, nous savons également que beaucoup de collègues travaillent sur des solutions qui sont fondées sur la nature, comme la préservation des zones humides, la désimperméabilisation des sols en ville. Ça, c'est pas l'objet de nos travaux à nous, mais ça peut faire l'objet de ces plans de prévention qui sont mis en place. Ces financements qui peuvent être mis en place par les municipalités et d'autres collectivités territoriales. D'autres sources aussi d'action, ce sont depuis 2017 les EPCI, donc les établissements publics de coopération intercommunale, ont bénéficié de la taxe GEMAPI, gestion des humains, gestion, je ne me souviens plus. En tout cas, une taxe spécifique aux EPCI qui leur permettent aussi de mettre en place ce type de politique. On sait aussi, et là on travaille aussi là-dessus, on sait aussi que les fonds verts, dont vous avez peut-être entendu parler, sont des moyens qui permettent aux collectivités territoriales de financer des mesures en faveur de la transition écologique depuis 2023. Mais on sait également, on l'a appris cette année, que les budgets accordés, affectés aux fonds verts ont fortement diminué. Donc ça, c'est une piste quand même. L'autre information qui nous a vraiment frappé, c'est l'information selon laquelle, selon les enquêtes qui ont été menées par le ministère de la Transition écologique, beaucoup de citoyens français s'estiment mal informés. Quand on les interroge sur qu'est-ce que je dois faire quand il y a une inondation, qu'est-ce que je dois faire quand il y a un séisme, la plupart des citoyens se sentent mal informés, ils ne savent pas quelles sont les actions qu'ils doivent mettre en place, ils se sentent pas très au courant, déjà ils ne sont pas au courant des risques auxquels ils sont confrontés sur leur propriété immobilière. Et pourtant, il y a des outils, si vous avez déjà tapé Géorisque sur le site Géorisque du ministère de la Transition, vous rentrez votre adresse personnelle et vous savez, si vous êtes soumis à des risques, vous savez quels sont les risques auxquels vous êtes soumis. Vous savez également quels sont éventuellement les PPRN qui ont été menés sur votre territoire. Et malgré toutes ces informations et malgré le fait également que les municipalités sont contraintes d'informer les citoyens, d'afficher ces informations, c'est quand même surprenant de voir que seulement 29% des métropolitains déclarent connaître les actions qui sont préconisées par les pouvoirs publics pour se protéger de ces risques. Donc c'est quand même relativement restreint. Donc nous, actuellement, au GAT, on est en train de travailler avec la métropole de Lyon pour essayer de mettre en place un hub, une interface qui permettrait de mieux informer les citoyens des risques encourus. Donc c'est un projet pour le moment, il n'est pas encore financé, c'est un projet qui va être soumis à l'appel à projet prématuration du CNRS. Et on essaie de mettre en place donc cette interface web qui permet d'informer à la fois sur les risques naturels, sur les risques, sur les plans de prévention qui sont menés, toutes les actions qui sont menées par les collectivités territoriales sur le territoire lyonnais, et sur les gestes à effectuer en cas de catastrophe. Donc c'est un projet que nous menons au regard des résultats que nous avons obtenus. Voilà, je suis désolée, j'ai été très longue. Voilà, je suis ouverte à toutes vos questions. Je vous remercie pour votre attention.